On n'y pense jamais, hein, mais juste sous nos pieds, là, sous l'asphalte, sous le béton, il y a tout un autre monde, un univers complètement invisible, mais qui a été pensé, conçu dans les moindres détails et qui est franchement vital pour qu'une ville puisse fonctionner. Allez, c'est parti, on plonge sous la surface. La question, elle a l'air toute simple. Mais la réponse, elle, nous révèle un véritable exploit d'ingénierie. Un système qui protège notre santé et qui empêche nos villes de sombrer dans le chaos. C'est vraiment le point de départ de notre exploration. Alors, pour bien commencer, il faut comprendre une chose essentielle. On ne parle pas d'une type d'eau, mais bien de deux. D'un côté, on a les eaux usées, c'est-à-dire tout ce qui sort de nos maisons, et de l'autre, les eaux pluviales, l'eau de pluie tout simplement. Deux origines, deux pollutions différentes, donc dans les réseaux modernes, on les sépare presque toujours. C'est beaucoup plus efficace comme ça. Ok, commençons par le tout début du voyage. Le moment précis où l'eau quitte un domicile pour rejoindre le grand réseau public. Ce premier pas est loin, très loin d'être anodin. À l'intérieur d'un bâtiment, en général, tout est très standardisé. L'eau s'écoule simplement par gravité, en suivant un chemin bien défini, du siphon à la conduite verticale qu'on appelle la chute, puis dans le collecteur principal du bâtiment, et enfin, hop, ça se branche au réseau sous la rue. C'est un parcours hyper balisé. Et là, ce qui est vraiment crucial de comprendre, c'est que rien, mais alors rien n'est laissé au hasard. Les cahiers des charges sont super stricts, il y a des règles très précises sur le diamètre, sur la pente, tout ça pour garantir ce qu'on appelle un écoulement autocourant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que la vitesse de l'eau est calculée pour être juste assez forte pour que les tuyaux ils se nettoient tout seuls, comme ça, pas de bouchon. Ça peut paraître tout bête, mais en fait, c'est la clé de voûte de tout le système. Bon, maintenant, passons aux eaux de pluie. Là, le défi est complètement différent. On ne gère plus un flux à peu près constant. Non, il faut se préparer à des événements extrêmes, qui sont par nature totalement imprévisibles. Voilà la question qui empêche les ingénieurs de dormir. Et ils n'ont pas le droit de faire des estimations à la louche. Non, ils doivent calculer, anticiper et utiliser la science pour se préparer au pire scénario possible. Pour faire ces calculs, les ingénieurs ont des outils. Le premier, c'est ce fameux coefficient de ruissellement. C'est un peu comme une note d'imperméabilité pour chaque surface. Une pelouse, ça absorbe beaucoup, donc son score est bas. Un parking en bitume, là, le score crève le plafond. Ce tableau, il parle de lui-même. Un parking, ça renvoie 95% de la pluie directe dans les tuyaux. Une pelouse, elle, en absorbe 80%. On comprend tout de suite pourquoi plus on bétonne nos villes, plus on met une pression dingue sur ces réseaux. C'est mécanique. Plus de béton, c'est plus d'eau à gérer, et surtout beaucoup plus vite. Le deuxième outil, il est statistique. On ne dimensionne pas les tuyaux pour une petite pluie d'été, non. On les calcule pour un événement rare, ce qu'on appelle une pluie décennale. C'est le minimum syndical pour s'assurer que les rues ne se transforment pas en piscine à la première grosse averse. Et donc, en mélangeant toutes ces données, le type de sol, la pente, l'intensité de la pluie de référence, des modèles mathématiques assez complexes, comme la méthode CACO qui est très utilisée en France, vont donner un résultat ultra précis, le débit maximal que le tuyau devra supporter et donc son diamètre exact. Ce n'est pas de la devinette, c'est de l'hydraulique pure et dure. Ok, maintenant qu'on a un peu compris la logique derrière tout ça, allons voir de plus près les pièces du puzzle. En fait, il faut vraiment voir ce réseau comme un écosystème qui a ses propres organes vitaux. Jetez un œil à ce plan technique. Ce qui est dingue, c'est le niveau de détail. Chaque trait est un tuyau, chaque petit rond est un point d'accès, et pour chacun, on a l'altitude, la pente, le diamètre. C'est une véritable chorégraphie souterraine, une carte au trésor pour les ingénieurs. Cet écosystème, il repose sur quelques grands éléments. D'abord, des tuyaux qui utilisent la gravité, bien sûr. Ensuite, des regards pour pouvoir inspecter. Des pompes quand la gravité ne suffit plus. Et enfin, de plus en plus, des solutions inspirées de la nature pour gérer la pluie. Les règles sont d'une précision redoutable. Par exemple, il ne peut pas y avoir plus de 80 mètres entre deux rails. Pourquoi cette distance et pas une autre ? C'est simple, pour garantir que n'importe quelle partie du réseau reste accessible pour la maintenance. C'est cette rigueur qui fait que le système est fiable sur des décennies. Ça, c'est une autre règle d'or, tout droit sortie d'un manuel technique. Les branchements pénétrants sont interdits. En clair, ça veut dire qu'on ne fait pas un simple trou dans un gros tuyau pour se brancher dessus. Non, on utilise des pièces spéciales, des sortes de selles, pour ne surtout pas fragiliser la structure principale. La longévité, c'est l'obsession numéro 1. Parfois, surtout quand le terrain est plat, la gravité seule ne peut pas tout faire. Et c'est là qu'interviennent les postes de refoulement, ou de relevage. Eux, ils agissent un peu comme le cœur du système. Ils aspirent l'eau et la propulsent plus haut pour qu'elle puisse reprendre son chemin tranquillement, par gravité. Il faut s'imaginer l'environnement là-dedans. C'est hyper agressif, très corrosif. Alors, pour que ça dure des dizaines d'années, les pièces les plus importantes, comme les pompes, sont faites dans des matériaux ultra résistants, comme l'acier inoxydable 316L. C'est le seul moyen de tenir face à cette attaque chimique permanente.
Heureusement, aujourd'hui, on ne cherche plus seulement à évacuer l'eau le plus vite et le plus loin possible. La nouvelle philosophie, c'est de travailler avec la nature. On crée des fossés végétalisés, des bassins d'infiltration. Le but, c'est de ralentir l'eau, de la laisser s'infiltrer dans le sol là où elle tombe. Et au passage, ça recharge les nappes phréatiques. Et ce qui est génial avec cette approche, c'est que les solutions sont souvent d'une simplicité désarmante. Regardez ce panier. C'est tout bête, hein? Ça se met à l'entrée d'un puits d'infiltration et ça piège juste les feuilles et les plus gros déchets pour éviter que tout se bouche. C'est simple, c'est low-tech, c'est malin et c'est indispensable. Alors, après ce petit voyage dans les entrailles de la ville, qu'est-ce qu'on doit retenir? Finalement, c'est quoi le rôle de ce système si complexe et pourtant si discret? Eh bien, le voyage est terminé. Chaque goutte d'eau, qu'elle sorte de la douche ou qu'elle tombe d'un nuage, est prise en main, guidée et gérée par ce réseau. C'est un gardien silencieux qui, à chaque seconde de chaque jour, nous protège des inondations et des maladies. Donc, pour résumer, ce monde souterrain, ce n'est pas juste un assemblage de tuyaux. Non, c'est le résultat d'une science qui anticipe le futur, d'une ingénierie pensée pour le pire, et au final, c'est tout simplement l'un des piliers invisibles qui permet à nos villes de tenir debout. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question pour l'avenir. Nos villes grandissent, les orages sont de plus en plus violents à cause du changement climatique. Alors comment cette infrastructure vitale va-t-elle devoir se transformer pour continuer à nous garder en sécurité? La réponse à cette question, eh bien, c'est elle qui déterminera si nos villes de demain seront viables ou non.